Voilà, bonjour à tous, merci pour votre participation. Donc aujourd'hui, c'est la présentation du métier de Monsieur Donovan Das, Portfolio Manager. Nous allons commencer par l'interview et puis après, les étudiants pourront poser les questions qu'ils souhaitent. Donc voilà, Monsieur Das, pouvez-vous nous donner votre profil académique? Oui, en fait, bonjour à tous. Je suis sorti de la faculté Warroquet en juin 2018, donc il y a bientôt 2 ans et demi, et j'ai suivi l'ensemble de mon cursus à Lumons, les 5 années. J'ai fait mon master en orientation finance, banque et assurance. Donc voilà, avec le premier bloc qui était destiné à orientation finance, tant de marché que finance d'entreprise. Et aussi l'orientation banque avec des cours de banque et assurance donnés par un externe qui à l'époque était Monsieur de Gansman. Ça a peut-être évolué depuis. Mais voilà, c'est un peu mon cursus. Au niveau de mon implication dans la faculté Warroquet, peut-être un tout petit peu, j'ai été représentant de Warroquet durant les salons SIEP, études et professions. Donc j'ai un peu participé comme ça à la mise en avant de ma faculté et de mon option. Donc j'ai un tout petit peu l'habitude. Et enfin, j'ai été membre de la JWAX pendant 2 ans, 2-3 ans, donc qui est la junior entreprise de Warroquet, en tant que membre tout d'abord et que trésorier ensuite. Et donc ça m'a permis de tisser des liens avec pas mal d'étudiants de différentes années. Donc voilà. Alors, où... Je travaille chez Belfus Investment Partners, qui est en fait une filiale de Belfus Bank que tout le monde connaît. Cette filiale a été créée il y a 4 ans environ, un peu plus de 4 ans. J'y ai effectué mon stage, on y viendra peut-être après, mais j'y ai effectué mon stage de fin d'année, de fin de cursus en tout cas à Warroquet. Et j'ai été engagé par la suite de ce stage et j'ai commencé directement là en tant que premier job. Et donc Belfus IP, en raccourci, voire même BIP, pour faire très court, c'est 25 personnes au jour d'aujourd'hui. On était 11 quand j'ai commencé, donc ça a un peu évolué. Et c'est en fait la filiale qui se charge de la gestion des fonds d'investissement de Belfius. C'est-à-dire que tous les clients peuvent aller dans leurs agences, notamment, mais c'est aussi beaucoup plus digital, comme vous en doutez, mais à la base, en agence et auprès de leurs conseillers en placement, ils peuvent se voir proposer différents fonds d'investissement. Et donc, moi, je me trouve en fait derrière ces fonds et avec l'équipe dans laquelle je suis, j'en gère certains ou j'assiste dans la gestion de certains fonds. Donc, c'est clairement de l'orientation finance de marché, finance, vraiment les marchés boursiers, etc. Donc, voilà, j'espère que c'est plus ou Ok. moins complet. Oui. Donc, votre métier actuel, c'est Portfolio Manager. Mhm. Peut-être expliquer un peu ce que c'est que le métier, surtout que c'est en anglais, Ouais, que voilà. c'est vrai que c'est vrai qu'à Warroquet, on a souvent des noms de fonctions qui vont être donnés en anglais. Et en fait, c'est simplement gérant de portefeuille, gestionnaire de portefeuille. Et qu'est-ce que c'est? C'est simplement, comme je le disais, on s'occupe de fonds d'investissement. Et donc, on va être responsable d'un fonds en particulier. Dans mon exemple, je le citerai par la suite, mais ça s'appelle le Belfius Track. C'est en fait, si vous voulez, un espèce de pot commun, un fonds commun de placement dans lequel les gens investissent leur argent. Mais donc, par exemple, nous quatre autour de la table, on pourrait mettre notre argent dans un pot commun et l'ensemble de ces investissements est géré de manière commune et pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de différenciation entre un gérant de portefeuille. Il y a des gérants de portefeuille qui s'occupent des clients fortunés et qui vont avoir une stratégie d'investissement vraiment dédiée à ce particulier. Mais bon, là, il faut avoir plusieurs millions, on parle en millions. Mais pour le commun des mortels comme nous, on a des fonds de commun de placement, donc on peut mettre à partir de 25 € dans une stratégie et commencer à investir. Et donc le but du gérant de portefeuille, c'est
c'est de gérer ce fonds, de prendre les décisions. Tiens, est-ce qu'il vaut mieux investir dans les actions, être plus agressif, dans les obligations, être un peu plus défensif, plutôt en Amérique, plutôt en Asie, plutôt en Europe, etc., etc. Donc, c'est vraiment prendre des décisions et avec le but final, en fait, que le montant mis à la base, 50 euros, 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros, si on fait bien notre fonction, est permis de fructifier et donc de dégager un rendement positif pour nos clients. Ok. Alors finalement, dans ce métier-là, quelles sont les missions principales du métier? Donc, gérant de portefeuille aura une réponse différente à ce que je vais dire. Donc, je vais parler de manière personnelle. Moi, si je devais définir mes missions, tout d'abord, c'est la gestion en tant que telle du fonds principal dont je suis responsable et qui fait une vingtaine de millions d'euros. Dans le domaine de la gestion de fonds, c'est pas énorme comme taille, mais bon, je suis diplômé depuis 2 ans et demi, donc on va pas, je m'estime déjà très heureux de gérer ce type de fonds. Après, je suis aussi plutôt assistant d'un fonds qui fait, lui, plus d'1 milliard d'euros. Donc là, bon, on parle d'un ordre de grandeur différent. Et là, c'est toute l'équipe. On est 6 personnes à prendre les décisions au niveau de ce fonds-là. Et enfin, une autre grosse partie de ma mission, c'est en fait de suivre les marchés financiers et ce qu'on appelle la macroéconomie en général. Pour ceux qui ont fait Warrock, la macroéconomie, ce sont les cours à l'époque donnés par Monsieur Standard. Maintenant, je pense que c'est Perrine Ferroge qui les donne. Je ne sais pas, Sophie, si tu peux confirmer la chose. Oui, c'est ça. C'est Perrine Ferroge. Et donc là, c'est la macroéconomie. Et donc, mon but, c'est en fait chaque semaine, chaque mercredi en l'occurrence, de préparer une présentation qui permet en fait de suivre l'évolution des marchés financiers dans leur globalité. Donc, simplement les performances des marchés, comment évoluer le S&P 500, l'Eurostoxx, qui sont des gros indices boursiers, mais aussi toute l'actualité qui impacte les marchés. On parle notamment des élections présidentielles qui viennent de se terminer. On parle, comme partout, du Covid, qui a eu d'énormes impacts sur les entreprises et donc sur les bourses et donc sur les investissements. Mais aussi tout un tas d'actualités, les publications des entreprises, de leurs résultats, les données macroéconomiques de chômage, les taux d'intérêt, enfin ce genre de choses. Et donc, le mercredi, je présente en fait à toute mon équipe une situation et de la vue des marchés, avec pour objectif d'avoir une vue plus globale de ce qui se passe actuellement et de pouvoir prendre les décisions en conséquence. Donc ça, ce sont un peu mes 3 grosses missions: le suivi des marchés, la gestion du fonds Belfus Track, et enfin être assistant d'un fonds de taille un peu plus importante, mais ce qui est fait en équipe. Et je crois que c'est la suite de l'interview, mais ça demande des qualités de team spirit, comment dire, de collectivité, enfin d'avoir un esprit de groupe. Voilà. Mais ça, je pense que c'est la suite des questions, donc je ne vais pas trop développer tout de suite. Quand vous m'aviez parlé de vos missions, donc vous m'aviez aussi parlé du fait que vous étiez membre du Strategic Investment Committee de Belfus, Ouais. Belfus IP. Oui, tout à fait. En fait, je l'ai dit indirectement, mais en fait, on se rassemble en équipe. L'ensemble des décisions, en fait, n'est pas prise de manière individuelle, même si un fonds nous est attitré, mais c'est pris de manière formelle. C'est un nom interne, mais qui est le comité stratégique d'investissement. Pour faire simple, c'est une réunion pendant laquelle on discute de nos décisions d'investissement. Et donc, je suis effectivement membre et j'ai mon mot à dire dans ce comité. Et j'avais effectivement mis une deuxième chose qui est le Portfolio Monitoring Committee. Je ne vais pas m'y attarder beaucoup, mais en gros, c'est un comité qui permet comment dire, de faire une revue de nos portefeuilles, de voir un peu comment évoluer les choses au cours du mois écoulé,
de voir ce qui s'est passé, si on a fait des bonnes choses. Donc, c'est un peu faire un état des lieux de nos investissements et de nos portefeuilles. Donc, Ok. voilà. Alors, finalement, est-ce que vous pourriez nous décrire votre journée professionnelle type? Ouais. C'est très compliqué. Je pense que je l'avais dit. D'abord, il y avait d'une part, je le disais quand j'ai écrit cette interview, il y avait deux types de journées. Il y avait la journée à Bruxelles, parce qu'effectivement, je suis basé à Bruxelles, à la place Rogier, qui est au bout de la rue Neuve, pour ceux qui connaissent. Une journée à Bruxelles et une journée à domicile. On avait déjà la possibilité de faire du télétravail bien avant, mais je n'avais fait que 1 ou 2 jours sur 1 an et demi, parce que j'étais vraiment content d'aller sur Bruxelles et de faire le déplacement. Donc il y a deux types de journées, donc je vais peut-être m'attarder à celle à la maison pour l'instant. Elle commence assez tôt, à 7 heures pour ma part, peut-être un peu tôt, mais à 7 heures, ce qui est pas mal. Et en gros, au niveau des tâches récurrentes, il y a chaque matin, en fait, j'ai un suivi de choses à faire, c'est-à-dire que je dois faire un état des lieux de ce qui s'est passé la veille, voir si chacun de nos portefeuilles reste bien dans le cadre qui a été défini par notre département de risque, c'est-à-dire que comment, toutes les décisions qu'on prend sont bien entendu d'abord contrôlées par nous-mêmes, c'est une bonne chose, mais il y a une équipe de Belfus IP de 5 personnes qui s'occupent aussi, qui s'appelle le département risque, de bien surveiller qu'on reste bien dans les cadres alloués par le client. C'est-à-dire un client qui dit je ne veux pas prendre trop de risques, on a intérêt et on est obligé de faire en sorte que les portefeuilles en conséquence ne soient pas trop risqués. Et donc moi je fais ce contrôle en première ligne, on appelle, c'est-à-dire je vérifie toute une série de mesures de volatilité, mesures de risque, etc. Et j'en informe l'équipe en conséquence si jamais il y a des choses à faire ou des décisions à prendre à ce niveau-là. Après, à part ce fameux suivi des marchés que je fais chaque mercredi et donc qui nécessite une préparation, pardon, le mardi d'avant, enfin la veille, le mardi, c'est un peu la journée type ou la semaine type dans mon cas s'arrête un peu là. C'est-à-dire qu'à part la première heure de ma journée qui est un peu habituelle et classique, et les choses que je fais le mardi après-midi et le mercredi matin, ça s'arrête là. Et je pense que c'est probablement des témoignages que l'ensemble des gens, des professionnels qui font ce type de présentation vous diront, mais c'est très difficile de trouver une journée type dans le monde du travail. Pour faire comment j'occupe le reste de ma journée, c'est simplement une série de petites choses, des pistes de nouveaux investissements à rechercher, des dossiers internes, par exemple, plutôt régulatoires. On a récemment l'autorité des marchés financiers, la FSMA, que certains connaissent peut-être, qui nous challenge parfois en disant ok, vous faites ceci, est-ce que c'est bien en lien avec le domaine plutôt légal. Donc là on parle du plutôt légal, et donc c'est l'une des choses. Donc un petit projet par-ci par-là, des projets un peu plus à un peu plus long terme, c'est-à-dire le lancement d'un nouveau fonds, promouvoir de manière de sorte marketing, et aider la banque à faire la promotion de ce que l'on fait. Ça, c'est un peu à plus long terme. Mais voilà, sinon, la journée type s'arrête là. C'est vraiment une succession de petites tâches qui nécessitent la collaboration avec différentes personnes et ou équipes. Et donc voilà, c'est un peu la journée type pour le peu de journée type qu'il y a, c'est les choses que j'ai à dire à ce sujet. Ok. Alors finalement, quelles sont les compétences nécessaires pour ce métier? Oui, là, il va falloir, je vais dire ce que j'ai en tête, mais je pense en avoir donné d'autres, il va falloir m'aider à ce sujet. Comme je le disais tout à l'heure, il y a tout ce qui est esprit d'équipe,
C'est-à-dire que c'est très rare dans le monde actuel de trouver un métier qui va vous mettre des visières, si je puis dire, et qui va vous permettre de faire des tâches uniquement qui vous concernent vous et vous tout seul. Ça, c'est très rare. Donc la première chose, c'est je pense qu'il faut aimer travailler en équipe. Je pense que dans le cadre de Warhockey notamment, on a la possibilité d'exercer ce genre de choses pendant les fameux travaux de groupe qui se passent parfois bien, parfois de manière un peu plus compliquée, mais qui globalement, je pense, nous prépare à ce genre de situation. La deuxième chose, c'est aussi plutôt tout ce qui est prise d'initiative, autonomie, surtout dans une structure comme la mienne. Nous sommes 25, c'est-à-dire que quand je suis arrivé, il y a de ça un peu plus de 2 ans, bon, il y avait très clairement il y a un accueil qui est fait, mais après, on est très vite mené à faire des choses et quelqu'un qui se contente de faire ce qu'on lui dit et c'est tout, il va très vite s'ennuyer et se tourner les pouces. Donc je pense qu'il y a des prises d'initiative à avoir, des prises d'initiative pour faire développer, là c'est un peu général ce que je dis, mais un peu développer l'entreprise, faire avancer les projets, donner des nouvelles idées, créer des choses, etc. Et donc en plus de cette prise d'initiative, je combine ça à l'autonomie, qui est que allez, tout le monde est bien occupé dans une journée. On a bien sûr des collègues qui sont là pour nous aider sans aucun problème, mais il faut aussi pouvoir prendre ses responsabilités et avancer de soi-même. Donc ça, ce sont les 3 choses dont je me rappelle. Après, je ne sais plus lesquelles j'avais citées. Éthique, sens moral, ça je ne me souviens plus si vous venez de le dire. Non, là c'est un peu plus abstrait, mais c'est oui, dans le domaine financier, on gère des investissements pour nos clients. On doit le faire en toute connaissance de cause, en disant, OK, on sait que derrière ce qu'on fait, il y a des clients, étant donné que ce sont des pots communs, comme je l'ai dit en introduction, il y a des centaines ou des milliers de clients derrière, donc il faut toujours garder ça en tête et agir en conséquence. Et au niveau de tout ce qui est éthique, c'est aussi au niveau personnel, c'est-à-dire que on a des règles à surveiller, des choses à faire, des règles à suivre. On ne peut pas investir à titre personnel dans quelque chose sans le déclarer ouvertement à l'entreprise parce qu'il pourrait y avoir des conflits d'intérêts. Pourquoi vous investissez pour vous-même dans ce truc-là et pas pour les clients, ce genre de choses. Et donc, c'est un peu ce côté-là que j'essaie de mettre en avant, c'est-à-dire simplement être consciencieux dans ce qu'on fait, si j'essaie de résumer très simplement. Ok. Et alors, le dernier point que vous m'aviez donné, c'est la passion. La passion, ouais. Il y a un truc qui m'a marqué chez Belfus, c'est que le premier jour où je suis arrivé, au sol, il y a des espèces de petites citations, si vous voulez, sur le sol. Ok, ça fait très, très Google comme entreprise, un peu des citations sur les murs, etc. Et il y a une phrase qui dit au sol, et dès qu'on rentre dans le bureau, c'est qui dit choisissez un job que vous aimez et vous n'aurez jamais à travailler de votre vie. En toute honnêteté, je trouve ça assez bien comme phrase et assez beau. C'est-à-dire que quand vous aimez vraiment ce que vous faites, quand vous êtes passionné par ce que vous faites, les journées, dans un premier temps, passeront très vite, ce qui est parfois une bonne chose. Et il faut effectivement avoir de la passion pour ce qu'on fait, pas le faire parce qu'on vous demande de le faire et c'est tout. Pas le faire parce que vous devez gagner votre vie et c'est tout. Il faut quand même aimer ce que vous faites. Et pour ma part, j'ai découvert une passion pour tout ce qui est marché financier, marché boursier. Je suis ça même le soir, quand je dois prendre un livre à lire, je préfère lire ça plutôt que de regarder la télé ou ce genre de choses. Et je pense ça c'est un conseil général, il faut être vraiment passionné par ce qu'on fait. Si vous avez la chance d'avoir 2 possibilités de travail à la sortie de vos études, choisissez le job pour lequel vous vous sentez le mieux, vous avez le plus d'intérêt. Et ne regardez pas, et ça aussi je l'ai dit plus tard, mais ne regardez pas uniquement l'aspect financier en disant ce job-là paye le mieux, donc je prends celui-là. Ça ne marche pas comme la motivation ne sera pas la même, je pense. Donc voilà, c'est un peu le conseil que je souhaitais donner en tout cas. Ok.
Et donc finalement, en matière de conseil, donc on a nos étudiants qui, à un moment ou à un autre, vont s'insérer professionnellement sur le marché donc de l'emploi. Donc finalement, qu'est-ce que vous avez comme conseil, alors de type à ne pas faire ou à faire, à transmettre à nos étudiants? Ouais. Les choses à ne pas faire. Et que j'avais, enfin, c'est la chose principale que j'ai un peu à dire. C'est à la faculté Warroquet, j'essaie toujours de mettre dans le contexte, on a la chance d'avoir un diplôme qui nous offre énormément de possibilités. Donc, même si on prend un master en marketing, on peut travailler dans le marketing, mais on peut aussi faire de l'audit, de la finance ou beaucoup d'autres choses. C'est un avantage, je pense, et il faut en avoir conscience. Mais il faut faire très attention, enfin, c'est un avis personnel, bien entendu, c'est pas un avis général, c'est simplement personnel, mais que quand vous recherchez des jobs, de ne pas de montrer quand même un intérêt spécifique à un certain secteur. Je prends l'exemple, je vais parler de LinkedIn juste après, mais je vois parfois sur LinkedIn des étudiants que je suis, enfin, qui sont encore aux études et qui sont dans mon réseau, comme on le dit, qui dit bonjour, voilà, je suis fraîchement diplômé de la faculté Warroquet ou d'autres choses, et je recherche activement un job dans le domaine du marketing, de la finance, de l'audit, de l'entrepreneuriat, enfin, de toute une série de choses. Et moi, la première chose que je pense en voyant ça, c'est très bien, c'est un peu, c'est bien. Il y a un gros panel et un gros intérêt dans chacun de ces secteurs. En tout cas je l'espère. Mais ça donne un peu un envie enfin une idée de, ok, je cherche un job, je prends tout ce qui passe, peu importe ce que c'est, je prends ce job et c'est très bien pour moi. Je trouve ça un tout petit peu dommage d'agir de la sorte parce que ça, allez, je prends mon cas, on est dans les domaines des marchés financiers. Ok, je vois ce genre d'annonce, il a un intérêt pour la finance, très bien, mais il a aussi un intérêt pour 4, 5, 6, 7 autres domaines. Donc, est-ce que finalement, il aime la finance tant que ça? C'est un peu une question que je me pose. Et, euh, et donc, c'est un peu allez, la, le conseil que j'ai, c'est qu'il faut essayer d'adapter allez, son marketing, parce que quand on sort des études, on est un peu à la sortie, on essaie de se promouvoir et donc on est dans du marketing, si je puis dire, de sa propre personne. Et c'est d'adapter sa communication en fonction de ce qu'on veut. C'est-à-dire, on s'adresse à une entreprise marketing, ben, même si vous avez de l'intérêt dans les cité par le passé, ok, très bien, mais adaptez votre communication sur le marketing quand vous passez un entretien ou quand vous parlez à quelqu'un de marketing. Si vous voulez dans la finance, même chose, etc., etc. Donc, je pense que c'est l'un des conseils que je souhaiterais donner, c'est d'une part dans ce genre de publication, je parle de LinkedIn, euh, bien adapter sa communication, mais c'est la même chose dans tout ce qui est CV, lettre de motivation. Si vous avez malheureusement vous avez dû envoyer 10, 20, 30, 50, 60 lettres de motivation si le marché du travail est un peu plus compliqué ou si vous ne trouvez pas votre bonheur, essayez quand même d'adapter votre lettre à l'entreprise en question. Vous postulez dans une start-up ou dans une entreprise de 10 000 personnes, je pense que le CV peut-être pas, mais la lettre de motivation doit être au moins un tout petit peu adaptée. Allez, dans une start-up, vous devez dire que vous avez un intérêt pour les boîtes grandissantes, pour l'esprit d'équipe, pour bâtir de nouvelles choses. Pour les boîtes de 10 000 personnes, c'est peut-être moins utile. Donc ça, c'est un peu un élément que je souhaitais mettre en avant, c'est je parle de voir, ok, on a beaucoup de choses à faire, mais essayez quand même de cibler votre communication. Euh, une autre chose, bon, c'est l'utilisation de LinkedIn. N'hésitez pas. Je suis parti du principe que vous aviez publié quelque chose sur LinkedIn, mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Les étudiants n'ont peut-être pas connaissance de cet outil dès le début. Donc, je pense que ça permet de se créer un réseau et de donner un peu de visibilité à sa recherche d'emploi.
Et donc, pour ceux qui ne venaient à ne pas être sur LinkedIn, je pense que c'est un outil intéressant à prendre en compte et dont il faut se servir à bon escient et bien à titre professionnel. Au niveau aussi des choses, et je l'ai un peu mentionné tout au début, plutôt la partie à nouveau à ne pas faire. Je vous ai parlé de passion. C'est de bien faire son choix si vous avez la possibilité d'avoir 2-3 offres d'emploi, si vous avez beaucoup de chance. Évitez de vous concentrer sur l'aspect financier uniquement. Allez, je parlais tout à l'heure en disant j'ai été représentant de la faculté Warroquet dans les salons CIEP. Mais quand je disais je suis étudiant en finance, c'était trop bien, tu vas gagner beaucoup d'argent. De un, je suis pas tout à fait sûr que ce soit d'accord, est-ce que ce soit vrai. Mais bon, ça c'est un. Et de deux, quand on commence avec de la motivation uniquement financière, elle va très vite s'éteindre. C'est-à-dire que le premier salaire, on est content de l'avoir, chouette, on peut faire nos achats, etc. Nos premiers achats, c'est fantastique. Mais ce n'est pas un salaire qui est 100, 200 ou 500 euros plus élevé qui va vous permettre de vous lever le matin à 6 heures, à 7 heures et de prendre le train, de prendre la voiture, de faire votre journée de 7, 8, 9, 10 heures et de rentrer chez vous. Je pense que cette motivation va très vite s'estomper et vous en aurez, je pense, assez vite marre. Donc, c'est l'une des choses à prendre en compte. C'est faites d'abord ce que vous aimez. Il faut regarder l'aspect financier un petit peu pour voir que vous êtes un peu dans les clous et que l'entreprise ne vous donne pas un salaire de misère. Il faut quand même valoriser son master. Mais faites attention à ce type d'annonce. J'ai aussi vu des types d'annonces qui disaient n'hésitez pas à postuler chez nous si vous voulez rouler en mini. J'ai trouvé ça aberrant. C'est un peu particulier, mais allez, le package salarial permet d'attirer certaines personnes, mais si vous êtes malheureux, vous avez beau être dans votre Mini ou dans votre Peugeot ou dans votre Citroën ou dans votre n'importe quoi, c'est à nouveau pas ça qui va vous motiver. Donc ça, ce sont un peu les conseils dont je me rappelle. J'en ai cité aussi plusieurs autres. J'ai relu ma présentation juste avant, mais certaines choses m'échappent. Je me souviens d'éviter certaines phrases d'accroche typiques. Peut-être. Ouais, c'est toujours ce fameux lien avec la lettre de motivation. En plus de l'adapter, quand je disais l'adapter à l'entreprise en question, petite ou grande taille, le secteur, etc. C'est éviter la lettre qui est copié-collé de Google, j'ai presque envie de dire. Bon, ça paraît bête, mais je suis motivé, dynamique, j'ai hâte de commencer. Je pense qu'il y a des moyens, des phrases d'accroche un peu plus différenciantes et qui vous permettront de sortir du lot. N'hésitez pas à être un peu original. Je pense que j'ai jamais été recruteur, donc je n'en sais rien, mais intuitivement, j'ai envie de dire, si pour une personne qui lit plusieurs dizaines de lettres par jour, c'est pas je suis motivé, dynamique qui va vous faire sortir du lot. Donc c'était un peu l'intérêt de cette phrase. Et alors, un point aussi qui me semblait fort important dans votre interview, c'était de rester motivé quoi qu'il arrive. Ouais. C'est vrai que encore plus dans le contexte actuel, malheureusement, on a, je pense, à la faculté Warroquet un diplôme qui est assez large et qui nous permet de faire beaucoup de choses. Il n'en est pas moins qu'il se peut, parfois oui, parfois non, mais il se peut que vous ayez des difficultés à quand même trouver un emploi assez vite. Ça peut être décourageant. Je vois encore parfois une ou deux publications de personnes que je connais très bien qui disent voilà, j'ai déjà envoyé une centaine de lettres, des refus. Cette personne est motivée et reste motivée, et c'est ça qui m'a un peu fait parler de ce genre de conseils, c'est-à-dire rester motivé quoi qu'il arrive, éviter de vous démoraliser et de finir par accepter tout ce qui passe, parce que même si vous avez la chance de devoir accepter une chose, un job qui
que vous avez pris par défaut, ok, vous serez ravi 1 ou 2 mois parce que vous avez enfin un job, mais et tout s'emboîte finalement, si vous n'êtes pas passionné, etc., ça ne va pas le faire très longtemps. Donc, restez motivé. J'ai des amis qui se sont un peu cherchés aux sorties des études. Je vais plutôt faire entrepreneur, lancer mon truc. Finalement, non, je serais peut-être plutôt mieux salarié dans une boîte, etc. Ils ont mis plus de temps, diplômés en juin. Ils ont pris 5, 6, 7, 8 mois en plus. Et travailler dès la sortie, dès juillet, dès août, dès septembre. Ils ont pris plus de temps, mais au final, ils sont plus heureux parce qu'ils ont pris le temps de réfléchir et de faire ce qui leur plaît. Ils ont bien pris le temps de sélectionner les entreprises qui leur plaisaient. Ils ont reçu des refus, bien entendu, mais cette sélection les rend in fine plus heureux. C'est pareil pour d'autres recherches. Il y a des emplois qui sont très compliqués à atteindre. Il faut des examens, il faut faire des tests, il faut prouver qu'on a de la valeur, mais restez motivé dans ce que vous faites et je pense. Allez, j'ai conscience du caractère un peu bateau de ce que je suis en train de dire, surtout ce genre de conseils, mais allez, c'est très important et au final, le jeu en vaut la chandelle. Voilà. Ok, merci pour toutes ces informations. Alors, je vais laisser la place aux étudiants pour poser des questions complémentaires, peut-être. Voilà, vous n'hésitez pas. Moi, en fait, je me demandais que vous gériez des portfolios, mais que donc on pouvait commencer à investir à partir de 25 euros. Mais ouais. En fait, ça se passe comment, vous, pour votre rémunération? Vous prenez une somme précise, peu importe ce qu'on investit, ou alors c'est vraiment un pourcentage de ce qu'on investit, vous le gardez pour la banque, j'imagine? Ouais. C'est plus technique, mais c'est un bon point. C'est comment gagne-t-on notre vie? C'est en fait, comme je le disais, ces fameux 25 euros vont être dans un pot commun. Et la manière dont la banque et dont elle suscite, c'est un partage. Il y a beaucoup de coûts. Il y a des coûts sur lesquels on n'a aucune prise. Il y a des taxes boursières, notamment, qui transitent par chez nous, qui partent vite ailleurs. C'est en fait une rémunération qui est sur un montant variable, c'est-à-dire grosso modo un portefeuille moyen. Celui que je gère, par exemple, il fait 1,10% par an sur la somme investie. C'est-à-dire que si vous investissez 1 000 euros, il y a chaque année 11 euros 1,1%, 11 euros qui vont être prélevés à titre de frais. Et donc, le but, c'est que les investissements qu'on fait pour vous donnent un rendement supérieur à ce fameux 1,1% pour que vous commenciez à gagner quelque chose. Et cet investissement, ces 1,1%, ils ne sont pas tirés one shot d'un seul coup de votre investissement, c'est vraiment dilué au fil de l'année. C'est un peu technique, mais globalement, sur les 1 000 euros, on ne va pas directement vous retirer vos 11 euros de frais. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est vraiment dilué et on va vous prendre, je caricature, mais quelques centimes par jour et que ce sera dilué, c'est-à-dire que si vous sortez après 6 mois, vous n'aurez pas ces frais de 1,1%. Après, donc ça, c'est plutôt au niveau de la gestion. Après, il y a effectivement tout ce qui est frais administratifs et d'entrée, mais là, je suis moins spécialisé. C'est plutôt un agent bancaire qu'il faudra vous poser la question. Mais donc voilà, c'est un peu le point, c'est que globalement, il y a j'ai dit 1,10 parce que je connais ce montant, mais entre 1 et 2% de l'investissement de départ, et donc qui est proportionnel à votre... si tu mets 25 euros, tu vas recevoir... Tu vas payer moins d'1 euro de frais, 20 cents de frais. Si tu mets 100 000 euros, tu vas avoir plutôt 1 000 euros de frais. Voilà, c'est proportionnel à la somme qu'on met, bien entendu. Et l'avantage, peut-être, du fonds Belfius Track que je gère, c'est justement ce côté peu cher et entièrement digital. C'est-à-dire que la banque essaie de promouvoir notre application mobile, qui est quand même très bien faite. Et l'avantage, c'est qu'on peut tout faire en ligne et donc ça réduit les frais
et on peut investir directement et confier son argent à un professionnel de manière assez simple. Donc voilà, mais je pense qu'on n'est pas là pour faire de la pub, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne. J'espère que ça répond à ta question. Ouais, super, merci. Voilà. Moi, j'ai pas vraiment de questions. J'étais plus venu par curiosité. Il me reste encore 2 ans d'études, donc je suis pas trop à penser à un emploi maintenant. Mais voilà, la présentation était complète, donc je vous remercie en tout cas. C'est un métier assez spécifique. Il y a beaucoup de jargon. C'est assez compliqué de se mettre dans la chose, de découvrir tous les termes spécifiques. J'ai essayé de simplifier au maximum. Ça reste probablement encore un peu flou. Mais voilà, c'est vraiment un chouette métier. Voilà, j'y suis depuis la sortie des études, un peu plus de 2 ans maintenant. Et voilà, je suis pour l'instant content de ce que je fais et passionné par ce que je fais. Donc voilà. J'ai vu un étudiant qui nous avait rejoint brièvement, qui est reparti. Est-ce que, Sophie, tu as d'autres questions? Non, pas vraiment. Non? C'était complet, c'était bien. Ok. Super. Eh bien, je vais vous remercier. D'abord, je vais remercier Monsieur Dat pour la présentation qui, en effet, était très, très complète. Puis, je vais remercier les 2 étudiants de votre participation. Et voilà, donc la présentation se termine ici.